L'idée, elle est relativement simple. C'est justement si vous constatez qu'un pays a priori riche puisse se classer, on va dire, dernier en termes d'indicateurs de développement humain, c'est qu'il y a forcément un problème. Et l'un des problèmes, c'est celui du financement. Parce que si un pays a des ressources naturelles, donc on suppose qu'il va les vendre, donc des ressources financières, pour financer son développement. Sauf que le financement de développement n'est pas mécanique en fait. Il n'est pas mécanique dans le sens où il y a tout un processus et c'est ce qu'on appelle l'analyse du financement de développement. Juste pour comprendre à peu près comment ça se passe, imaginez quand les OMD ont été, les objectifs du millénaire pour le développement ont été adoptés en 2000. Il a fallu attendre quasiment 2 ans après pour que les gens se rendent compte qu'on ne peut atteindre les OMD qu'en posant clairement la question du financement de développement. Et évidemment, ça prend une analyse. L'analyse, c'est de dire qu'est-ce qu'on doit financer, par exemple. Parce que vous savez que les ressources financières, par définition, sont limitées. Et le développement, c'est quand même beaucoup de choses à faire en même temps, quoi. Surtout en termes de pauvreté ou juste de liberté individuelle, comme on dit. Et pour ça, donc, ça prend le temps d'identifier ce qu'on veut financer, avec quoi financer, et surtout, quels sont les partenaires. Et c'est ça qui donne l'analyse du financement et développement. Je vais prendre le cas des pays africains parce que c'est les pays qui attirent le plus d'attention actuellement. L'un des pays, c'est le Niger. Le Niger est l'un des pays, le deuxième ou le troisième, je ne sais pas exactement, mais qui a le plus d'uranium. Donc on pense même que c'est le deuxième pays exportateur d'uranium. Sauf que vous savez, l'uranium, le Niger n'a pas la capacité à l'utiliser, que ce soit pour le nucléaire donc, ou pour le domaine médical, enfin tout ce que vous voulez. Donc, ce type de ressources n'a qu'une valeur pour le Niger, c'est ce qu'on appelle la valeur d'échange. Ça veut dire que la seule chose que le Niger puisse faire, c'est de l'échanger au plus grand prix possible, au plus fort prix possible, si vous voulez. Évidemment, vous comprenez que ce n'est pas la même chose que le pétrole, par exemple. Pourquoi? Parce que le pétrole, une fois qu'il est raffiné, ça se fait assez facilement, la population peut l'utiliser, ce qui fera moins d'importations. Donc vous voyez à quel point l'analyse des financements de développement prend beaucoup plus de temps parce qu'il faut identifier ce qu'on appelle la valeur d'usage et la valeur d'échange. Évidemment, ça c'est la grande différence. Alors, même dans la valeur d'usage, imaginez un pays donc, qui a du pétrole, mais qui n'arrive pas tout simplement à faire baisser le niveau des prix dans son pays. Pour plusieurs raisons, ça peut être la corruption, ça peut être le fait que ce soit le partenaire extérieur qui en tire le plus parti, la plus grande partie de l'exploitation du pétrole, etc., pour plusieurs raisons. Donc vous voyez, dans ce cas-là, quel est l'intérêt pour un pays d'exploiter sa ressource? Évidemment, de deux choses l'une. S'il ne l'exploite pas, ça sera autant de ressources en moins. S'il l'exploite, ça sera des ressources, mais peut-être bien pas optimales. Donc vous voyez, c'est ça la problématique du financement de développement. Et aujourd'hui, les pays en voie de développement doivent faire face à justement ce dilemme-là. Exploiter ou se faire exploiter. Évidemment, en économie, on appelle ça le second best. Donc, faudrait-il le rechercher ou pas? Ça dépend de chaque pays, évidemment. En réalité, vous avez une réponse courte qui consiste à dire il n'y a pas beaucoup de ressources, donc on ne peut pas tout faire. Et évidemment, ça c'est un peu défaitiste vu l'idée selon laquelle tout le monde aspire à un développement raisonnablement et selon la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bien, maintenant il y a une question un peu plus longue et c'est ce qu'on essaie de faire, les partenaires, les universitaires, la société civile, c'est de dire, faudrait-il encore définir exactement ce qu'on entend par développement
et quelle est l'urgence. Parce qu'en fait, vous savez qu'un développement, c'est quelque chose qui a lieu sur un long terme. L'exemple, comme je disais tout à l'heure, est-ce que, par exemple, on peut raisonnablement financer une catastrophe sanitaire ou bien le tsunami avec un financement de long terme? Évidemment, la réponse est non. C'est pour ça que pour chaque structure ou chaque objectif de développement, il y a le financement qui est adapté. Évidemment, tout le problème qui se pose, c'est ce qu'on appelle la transformation des échéances. L'exemple, c'est un pays en voie de développement qui aspire justement à augmenter son taux de scolarité, par exemple. Alors, raisonnablement, est-ce que ce pays doit attendre uniquement des dons ou pourrait s'endetter, construire des infrastructures et évidemment se dire qu'il aura un retour sur investissement. Donc tout l'équilibre doit être trouvé à ce niveau-là. Et évidemment, la réponse jusqu'à présent n'est pas trouvée, mais ce qui est formidable, c'est qu'on sait que depuis l'adoption des OMD, énormément de choses ont été faites jusqu'à présent. Voilà à peu près pourquoi est-ce qu'on estime qu'il ne faudrait pas avoir plus de dons ou, je ne sais pas, un investissement direct à l'étranger ou le transfert des immigrants. Évidemment, ça va beaucoup plus loin que ça parce qu'il y a la responsabilité des États bénéficiaires. La question, elle est simple, c'est pourquoi est-ce qu'on aiderait un pays qui ne se soucie pas de sa population? Évidemment, ça pose une question juste de morale, par exemple, la justice sociale. Pourquoi est-ce qu'il faut aider un pays gratuitement, surtout qui ne respecte pas l'égalité homme-femme? Ça devient moral parce que ce qu'on oublie très souvent dans le financement de développement, c'est que lorsque les pays développés financent le développement, c'est quand même les impôts de leurs citoyens. Donc, est-ce qu'on a le droit de chercher une justice sociale en créant une autre dans son propre pays? Voilà la problématique du financement du développement. Vous devez savoir que le Canada innove parce que c'est l'un des pays à avoir très clairement, de façon transparente, identifié les pays que le Canada va aider directement, ça veut dire d'État à État. Et c'est ce qu'on appelle le financement bilatéral. Évidemment, ce n'est pas parce que le Canada a défini ou à identifier les pays qu'il va aider directement, que ça veut dire que le Canada n'aide pas les autres pays. En fait, le Canada contribue à quasiment toutes les organisations de financement et de développement. Donc, c'est ce qu'on appelle les institutions multilatérales. Donc, le Canada donne sa part et évidemment, ce sont ces institutions qui sont chargées de financer le développement. Par exemple, la contribution du Canada aux organismes des Nations Unies, notamment le PNUD. Lorsque le Canada paye sa part, évidemment, le Canada ne dit pas tel ou tel pays ne doit pas recevoir mon financement. Non. C'est ça l'avantage, par exemple, du financement multilatéral. Ça veut dire que le Canada peut ne pas avoir une convergence politique avec un pays, mais quand il arrive le temps de financer ce pays-là, quand ça passe par un financement multilatéral, ben, le Canada y participe d'une façon ou d'une autre. Évidemment, l'importance de ça, c'est que on peut le vouloir ou non, on peut le reprocher comme on peut l'apprécier, mais ça a au moins le mérite d'être très clair. Aujourd'hui, on sait les pays pour lesquels le Canada a un engagement direct. Évidemment, c'est ça toute la problématique, parce qu'au moins, en faisant ça, le Canada aura identifié ce qu'il considère comme étant son champ d'action pour une meilleure efficacité, tout ce que vous voulez. Et en même temps, ça permet au Canada de suivre en termes d'application, de résultats, en fait. Parce que vous savez que l'aide au développement n'a pas toujours été bien gérée et le Canada a été l'un des pays à avancer très grandement là-dessus.
Et voilà la principale différence entre le financement multilatéral, donc qui passe par une institution, donc le financement de développement, ou bilatéral qui passe d'État à État. La demande de financement est largement plus importante que les capacités, donc l'offre. Et c'est là où on se rend compte que la société civile est extraordinaire. Parce qu'elle permet justement d'avoir un financement plus efficace, mais surtout, je disais, innovant. Imaginez juste aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies, vous avez des plateformes qui vous permettent de financer directement des projets à 10 000 km et avec des résultats meilleurs vraisemblablement que ce qu'on appelle le financement centralisé qui passe par l'État parce que c'est de la bureaucratie. Vous voyez, il y a beaucoup d'autres choses. Et le financement de développement a cette particularité que, bon, tout n'est pas encore écrit une fois de plus et c'est peut-être ça qui est le plus important.